Salut les frogs et bienvenue pour une nouvelle plongée dans l'univers de Star Atlas. Alors, ça faisait longtemps que je vous avais pas fait de vidéo et donc aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo pour plonger dans l'actualité récente de Star Atlas, ce qui s'est passé ce fin de mois de novembre et puis ce début de mois de décembre. Donc, il y a pas mal de choses qui se sont passées dernièrement. Sachez que moi, je vais revenir juste sur l'actualité qui m'intéresse, pas obligatoirement sur les dramas et les crises, mais vraiment sur les éléments qui sont pour moi reliés au gameplay, c'est-à-dire au jeu qui va sortir sur Star Atlas très prochainement et tout ce qui gravite autour en tout cas de cet écosystème relié au jeu. Voilà. Donc aujourd'hui, petite récap de l'actualité et une petite projection aussi sur les semaines à venir parce qu'on a pas mal de choses super intéressantes qui vont arriver en fin d'année et en début d'année. Ok, alors on est parti. Avant de commencer, si tu n'es pas encore au courant, en ce moment, il y a les Johnny Awards. Les Johnny Awards, c'est une espèce de cérémonie des Césars organisée par Star Atlas qui va récompenser les créateurs de contenu, les guildes, les membres, on va dire, actifs ou les membres notables. Bon, j'aime pas trop ce terme notable, mais vous avez compris quoi, qui va récompenser certains membres de l'écosystème de Star Atlas. Et donc, j'ai eu la chance d'être nominé en tant que créateur de contenu. Donc, si vous avez envie de me soutenir, si ce que je présente ici vous plaît, eh bien, vous pouvez vous rendre sur un lien qui se trouve en description sous la vidéo et puis participer au vote et soutenir Morpheus, voilà, pour une nomination et puis surtout pour une obtention de titre de créateur de contenu de l'année peut-être au sein de ces Johnny Awards. Et au passage, vous pouvez également, bien sûr, aussi soutenir Gargantua Industries, une guilde française qui également a été nominée pour ces Johnny Awards. Donc voilà, le lien sous la vidéo, ça vous prend pas longtemps, quelques secondes, et puis c'est un petit soutien, un petit pas pour l'homme et un grand pas pour les frogs. Voilà, merci. Donc allez, on plonge dans cette actualité. Alors l'une des premières choses pertinentes qui nous a été partagée, c'est les premiers éléments du gameplay économique de Sage. Je rappelle que Sage, c'est le jeu sur navigateur de Star Atlas qui va sortir prochainement. C'est ce jeu un peu à la Stellaris, EVE Online, voilà, un espèce de Sims de l'espace où on va pouvoir naviguer avec nos vaisseaux, construire des bases stellaires, conquérir des territoires pour notre faction, extraire du minerai, vivre des aventures aussi en PvE. Bref, plein de choses intéressantes. Et donc, il y a un premier document qui est sorti autour de ça, autour du fonctionnement de Sage. Je ne vais pas m'attarder dessus en détail puisque je l'ai entièrement traduit. Je l'ai entièrement traduit sur Space Froggies, mon site internet. Donc il vous suffit d'aller dans les articles et puis vous trouverez cet article traduit. Bien sûr, il y a aussi le lien vers l'article original en anglais. Voilà. Donc là, ici, vous avez vraiment beaucoup d'éléments intéressants qui peuvent déjà vous donner des informations sur votre stratégie que vous allez vouloir déployer dans ce jeu et déjà vous permettre de pas mal vous préparer et puis réfléchir peut-être aux flottes telles que vous voudrez les configurer, telles que vous voudrez les construire et comment vous voudrez donc déployer votre roleplay, votre gameplay. Il faut savoir que ça, c'est le premier manuel qui est sorti, c'est donc le manuel économique. Et là, fin décembre, peut-être quand vous regarderez cette vidéo, ça sera déjà là, il y a le deuxième manuel qui va arriver autour de Sage, donc autour toujours de ce jeu sur navigateur. Je rappelle que Sage, ça veut dire Star Atlas Golden Era, c'est-à-dire l'âge d'or de Star Atlas. Eh bien, ce deuxième manuel, qui va être beaucoup plus conséquent, va nous donner encore énormément d'informations sur le gameplay, c'est-à-dire sur la manière de jouer ce jeu qui arrive. Donc, il va y avoir les informations sur le minage, les combats de vaisseaux, les organisations de flotte, énormément de choses super intéressantes. Donc, je vous invite à rester aux aguets. Bien sûr, dès que ce manuel sortira, eh bien, je le traduirai également. Vous pourrez le retrouver sur Space Froggies. De toute façon, tout ce dont je parle, je vais y arriver, se trouve en description sous la vidéo. Vous avez les liens vers les articles si nécessaire. Donc voilà, ça c'était quand même un gros morceau, ce premier manuel économique autour du jeu à venir Star Atlas. Donc c'est quand même quelque chose de super, de fabuleux. Et puis ensuite, pour moi, l'un des gros événements qu'il y a eu, enfin pour tout le monde, je pense, pour tous les membres de la communauté, c'est qu'il y a eu des ventes anticipées sur pas mal de choses, qui vont ensuite évidemment faire partie du jeu. Et on a eu la présentation des premiers plus gros vaisseaux de Star Atlas, qui sont les vaisseaux de taille Titan,
qui sont des vaisseaux gigantesques, hein, qui sont des vaisseaux faramineux. Et là, ce qui est intéressant pour moi, au-delà de cette histoire de vente, hein, bon, qui n'a pas été un franc succès, on le sait, puisque ces vaisseaux sont quand même à des prix assez hallucinants. Mais par contre, ce qui est génial, c'est que, voilà, vous voyez, on a eu je vais y arriver, une première vidéo, voilà, d'un des titans. Ça, c'est le titan de la faction Mud, donc de la faction des humains. Voilà, ce titan énorme qui est assez fabuleux. Donc cette première vidéo, très jolie, j'aime beaucoup. Bon, on voit que c'est un vaisseau de guerre, hein, ça c'est clair. Et on sait que justement, les Muds sont spécialisés industriellement dans la fabrication de l'armement, puisque dans leur zone, on va dire, dans leur secteur, se trouvent des ressources qui sont utilisées en priorité pour l'armement. Donc elles ne se trouvent pas seulement dans leur zone, mais en tout cas, ils en ont dans une quantité plus grande que peuvent avoir les autres factions, ce qui fait que les Muds ont pu se spécialiser, entre autres, dans l'armement. Donc c'est quelque chose qu'on voit à travers ce titan assez impressionnant. Voilà. Donc, les titans ont été mis en vente, ils n'ont pas été vendus, malgré la réduction qui avait été mise dessus. Il faut savoir qu'un titan, à la base, c'est 5 millions de dollars. Et ouais, c'est des planètes volantes quasiment, enfin des astres volants, j'allais dire, hein, c'est des trucs énormes. Et donc là, ils avaient été mis en vente à 1 million de dollars, donc avec un bon rabais, mais bon, ça n'a pas trouvé preneur, je pense que l'état du marché, et puis tout simplement l'histoire récente, tout ce qui s'est passé, tous les dramas qu'il y a eu, je vais pas revenir dessus. FTX, etc. Bon, ben, ça refroidit pas mal de monde. Du coup, c'était pas le meilleur moment. On est dans le bear market, etc. Mais ce n'est pas le propos de cette vidéo. Moi, simplement, ce qui me fait kiffer, c'est de voir ces vaisseaux, de les voir en vol. Et puis, il y a aussi le vaisseau de la faction ICOS qui a été révélé. Enfin, pas de la faction ICOS, le vaisseau fabriqué par les ICOS qui a été révélé aussi. On peut dire le vaisseau de la faction ICOS, qui est un titan énorme, gigantesque, hein. Voilà, vous l'avez ici, c'est le Super Phoenix, ou le Phoenix, je ne sais plus. Voilà, vous l'avez ici en image, un vaisseau assez impressionnant aussi. Donc, au-delà de cette vente de vaisseaux, je ne m'y attarde pas trop, il y a eu l'annonce de la vente des parcelles dans les stations spatiales centrales de chaque faction. Vous savez que chaque faction a une zone de sécurité, c'est-à-dire une zone où il ne peut pas y avoir de combat, quoi, une zone où on est tranquille, où on est en paix, où on va pouvoir justement s'entraîner à voler, peut-être s'entraîner à faire des petits combats en PvE contre des éléments de l'environnement juste pour nous exercer. Et on va pouvoir commencer justement à déployer notre gameplay en toute sécurité. Et ces zones de sécurité, eh bien, qui appartiennent, il y en a 3, donc une pour chaque faction, les Muds, les Oni et les Usturs. Et au centre de cette zone de sécurité, chaque faction a une station spatiale centrale. Voilà. Donc c'est la station mère, une station immense et merveilleuse, hein. On avait déjà eu une image de la station spatiale centrale ONI, c'est-à-dire du consortium extraterrestre. On avait déjà eu une image vraiment magnifique, hein, telle qu'elle serait dans le jeu Sage, hein. Ça, c'est pas la version Engine 5, donc c'est pas la version voilà, du jeu tel qu'il sera dans Engine 5, mais du jeu tel qu'il sera sur navigateur dans Sage. Je ne vais pas revenir peut-être ici sur les deux aspects du jeu Star Atlas, peut-être un peu rapidement pour ceux qui sont vraiment pas à la page, hein. Star Atlas va se déployer dans deux formes de jeux différents. Un jeu sur navigateur, comme je vous ai dit, qui ressemble un peu à Stellaris, EVE Online, un espèce de Sims de l'espace, quoi, un espèce de jeu de stratégie en temps réel, quoi, bien sûr, mais avec quand même des graphismes qui sont super léchés et super jolis, hein. Comme vous pouvez le voir là, on peut déjà voir nos vaisseaux tels qu'ils vont apparaître dans Sage, hein. Donc si vous avez des vaisseaux que vous avez achetés dans Star Atlas, vous pouvez les visionner. En tout cas, 90% des vaisseaux ont déjà été terminés, donc vous pouvez les visionner tels qu'ils seront dans le jeu Sage. Voilà. Donc ça, c'est le premier format de jeu. Et le deuxième format de jeu, il sera sur Unreal Engine 5. Donc ça, on a déjà un aperçu via la showroom de Star Atlas, qui justement prépare cette version du jeu qui sera quelque chose qui va plus ressembler à Star Citizen. Voilà, et qui va donc mettre plus de temps à se construire, hein, mais on sait déjà que
Au mois de décembre, on va déjà pouvoir être en mode multijoueur justement dans cette showroom, dans cet environnement de Engine 5. On va pouvoir faire un parcours de course et puis il y aura également un parcours de combat en PvE. Donc cette version, elle avance aussi très très bien. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que en même temps que ces deux versions se développent, eh bien, il y a des ponts entre elles, hein. C'est-à-dire que ces deux univers sont complètement liés, ou si vous voulez, c'est le même univers, mais vu sous une perspective différente et à une échelle différente. Voilà. Ce qui veut dire que ce qui se passe dans l'un des formats de jeu se répercutera dans l'autre. Alors peut-être pas à 110%, mais en grande majorité, les choses vont se répercuter. Voilà, mes vaisseaux que j'ai dans Sage, c'est les mêmes vaisseaux que j'aurai dans Engine 5. Si mes vaisseaux sont abîmés dans Sage, eh bien ils auront, si je suis dans Engine 5, ils auront les mêmes dégâts, les mêmes chargements, les mêmes modules, enfin les terrains que j'aurai conquis, ils se retrouveront là-bas. Enfin bref, vous avez compris. Mais bon, je reviendrai sur ça peut-être dans une vidéo ultérieure. Donc tout ça pour dire que je me suis perdu, hein. J'ai digressé, Morpheus digresse. Il parle beaucoup, j'espère que vous arrivez à vous y retrouver dans mon charabia. La vente des terres dans les stations spatiales centrales. Voilà, ça fait partie d'un des gros événements. Ça a été avancé, hein, puisque Star Atlas a besoin de dollars pour avancer suite aux catastrophes FTX qu'il y a eu. Eh bien, ils ont avancé la vente des lands dans les stations spatiales centrales. Donc c'est quelque chose aussi qui est assez intéressant, même si à mon sens c'est pas le plus intéressant puisque ce n'est pas quelque chose qui va être jouable très rapidement, mais ça va être jouable quand même, hein, même dans Sage, mais alors ça va pas être super rapide, hein. Par exemple dans Sage, le fait d'avoir un de ces plots, c'est-à-dire une de ces parcelles dans la station spatiale centrale, va par exemple vous donner un petit bonus sur le crafting, c'est-à-dire sur la fabrication des différentes ressources. Puis dans le futur des différents objets, composantes, etc., que vous ferez dans Sage. Si vous avez une parcelle dans la station spatiale centrale, eh bien, ça vous donnera un petit bonus de crafting. Plus grosse sera la parcelle, plus gros sera le bonus, mais vous savez que ces parcelles sont relativement chères. La première est certes à 80 $, c'est pas vraiment une parcelle, c'est plutôt un espèce d'appartement, voilà, donc il sera pas visible. Enfin, on ne pourra pas le situer dans la station spatiale centrale. Hein, voilà, on ne pourra pas dire voilà, ton appartement est exactement là et puis tu zoomes et tu le vois. Non, on pourra se projeter dans l'appartement, grosso modo se téléporter dedans. On imagine, on arrive dans la station spatiale centrale, on se téléporte, paf, on arrive dans notre appartement. Moi, ça me fait un peu penser aux appartements, un peu comme dans le cinquième élément. Vous voyez, là, le héros, là, le style d'appartement qui vit. Bon, peut-être un peu plus classe, hein, mais vous voyez bien l'idée. Je crois aussi que les joueurs de Star Citizen, vous avez quelque chose comme ça d'identique dans la station spatiale centrale, ou en tout cas dans la station spatiale où tu commences à jouer. J'avais vaguement commencé à jouer à Star Citizen et je commençais dans un espèce d'appartement comme ça dans la base. Voilà. Donc ça sera un peu l'équivalent, mais du coup, ça ne sera pas quelque chose qu'on pourra situer géographiquement, en tout cas visuellement, dans la station spatiale centrale. Il n'y aura pas d'adresse précise. Voilà. Donc ces premiers appartements vont être à 80 $. Et puis dès qu'on passe à la parcelle, c'est-à-dire vraiment à quelque chose de physique qui est visible, donc quelque chose de délimité avec une adresse, quoi, en fait. Vous avez une adresse bien précise et puis on peut vous retrouver, tu peux zoomer dans la station spatiale centrale et voir vraiment ta petite parcelle à toi. Donc ça, c'est quelque chose qui sera accessible qu'à partir du tiers 1. Et le tiers 1, il est à 1600 $ et des poussières. Voilà, donc vous voyez que ça commence quand même assez fort sur ces landes. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y en a très peu. La quantité est très limitée. Là, il y a 10% en fait de la supply, c'est-à-dire de la quantité totale qui est vendue pour chaque tiers, c'est-à-dire pour chaque niveau de parcelle. C'est-à-dire que là, pour les tiers 1, par exemple, il y en a à peu près 400 qui sont vendus et il n'y en aura pas plus de 4000 par faction. Donc 400 pour chaque faction, ça fait là 1200, voilà, puisqu'il y a trois stations spatiales centrales, mais chaque station spatiale centrale en a 400 là qui sont mis en vente, et sachant que c'est 10%, donc ça veut dire qu'au maximum, il y en aura 4000 par station spatiale centrale. Donc il n'y en a pas beaucoup, ce qui justifie, en tout cas, ce qui pour Star Atlas justifie le prix de ces parcelles de niveau 1. Les appartements, eux aussi, bien sûr, ils sont limités. Il y en a beaucoup plus, hein, mais ils sont quand même limités. Voilà, donc, hop, petit bruit là, non, ça bon. Donc, ce que je voulais dire, c'est que oui,
c'est que donc ces parcelles, faut quand même les voir un peu comme la station spatiale centrale, il faut le voir un peu comme la capitale. Donc un peu comme si vous voulez acheter un appart à Paris et au-delà de Paris, il faut le voir comme le centre de Paris. C'est vraiment le centre névralgique de la faction en question. Donc voyez ça comme le centre-ville de Paris, ces stations spatiales centrales, et d'où ces prix qui peuvent être, en tout cas, c'est ce qui justifie en tout cas ces prix. Alors justifie, vous voyez, justifie dans l'idée que c'est Paris et le centre de Paris. Après, est-ce que nous, on trouve ça juste, équilibré ou pas? Ça, c'est autre chose. C'est un débat qui est propre à chacun. Mais en tout cas, voilà. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que en achetant ces appartements ou ces parcelles lors de cette vente, on les aura équipés. Voilà, donc ça sera déjà quelque chose qui sera équipé à l'intérieur. Et pour les parcelles, donc ce qui commence à partir de 1 600 $, elles viendront avec l'habitat. Parce que plus tard, quand les gens voudront acheter des parcelles, ils achèteront la parcelle nue, et ensuite il faudra acheter encore l'habitat pour le mettre dessus. Donc là, tu as le package. Il faut aussi savoir que tu achètes la parcelle, donc c'est-à-dire en fait tu achètes une taille de parcelle, mais tu n'achètes pas encore la localisation. Et c'est là aussi où ça peut être intéressant pour les gens qui achètent des parcelles, car en fait, tu vas être whitelisté, c'est-à-dire que dès que les localisations seront mises aux enchères, parce que ça sera un système d'enchères, eh bien, tu seras prioritaire si tu as acheté ta parcelle lors de cet événement-là. Voilà. Donc, ce qui veut dire que tu pourras choisir ta localisation en priorité, vu qu'il n'y a pas beaucoup de gens là qui vont, je pense, acheter des parcelles, ça fera que les personnes pourront choisir des bonnes localisations, c'est-à-dire à mon avis plus près du centre ou plus près de certaines zones névralgiques de la station spatiale centrale, certaines institutions peut-être. Donc c'est ce qui pourra être intéressant. Et puis selon la taille de cette parcelle, il y a aussi un landing pad, c'est-à-dire si vous voulez un pad d'atterrissage, c'est-à-dire une place de parking grosso modo, et selon la taille de la parcelle, bah, ça peut accueillir un vaisseau plus ou moins grand. Pour le tiers 1 là dont je parlais, hein, celui à 1006, ça pourra accueillir un petit vaisseau de taille XXS, c'est-à-dire un X4 ou un Airbike ou un Opal Jet. Enfin, vous voyez la taille de vaisseau, quoi. Je peux atterrir avec ma moto, pas encore ma bagnole, ça c'est les parcelles supérieures. Bon voilà, j'ai déjà beaucoup parlé de ça, là à nouveau il y a un article, vous pouvez le lire. Moi c'est pas vraiment le sujet qui me passionne le plus. Je vais personnellement me prendre sur moi un petit appartement, voilà, un peu à la, voilà, modestement, comme le héros du cinquième élément. Voilà, tout simplement, sachant que de toute façon, c'est que 10% qui sont mis en vente, et d'autres seront mis en vente plus tard. Il peut se passer plein de choses d'ici là, donc voilà. Après, faites vos recherches comme d'habitude et voyez ce que vous avez envie et ce que vous n'avez pas envie. Ensuite, on passe à la vente des claim stakes, et ça c'est beaucoup plus intéressant puisque on arrive au gameplay de minage, donc à toute la mécanique de jeu autour du minage. Et je rappelle que la mécanique de jeu autour du minage, elle nécessite quoi? Elle nécessite d'avoir aussi des parcelles, voilà, des claim stakes, ce qu'on appelle des claim stakes, c'est-à-dire des titres de propriété, grosso modo. Vous posez une option sur une parcelle avec votre titre de propriété, quoi. Et une fois que vous avez ce titre de propriété, là aussi il y a différents niveaux, différents tiers, et bien à partir de là, vous pouvez poser une station de minage et également ce qu'on appelle un power plant, c'est-à-dire une centrale énergétique, électrique peut-être, ou je ne sais pas quelle énergie ça va utiliser, pour alimenter la station de minage. Donc voilà, pour le minage, il faudra 3 éléments: le claim stake, c'est-à-dire le titre de propriété, le mining drill, c'est-à-dire la station de minage, et le power plant, c'est-à-dire la station énergétique, si vous voulez. Voilà, la centrale énergétique. Je regarde si tout tourne bien de mon côté. Ouais, ça enregistre toujours. Ok, donc on continue. Et donc voilà, c'est les 3 éléments qu'il faudra pour miner. Et donc là, Star Atlas a décidé de lancer justement le gameplay du minage directement dans Sage. Il faut savoir qu'au début, ce n'était pas prévu. Au début, on était censé dans Sage miner directement avec nos vaisseaux. Et cette histoire de parcelles et de stations de minage était prévue d'arriver plus tard. Mais il s'est passé ce qui s'est passé, voilà, avec l'actualité. Du coup, plein de choses ont été avancées. Du coup, ils ont avancé la vente des claim stakes. Et du coup, ça les a aussi obligés, c'est ça que je trouve positif, ça les a obligés à avancer le gameplay du minage dans Sage. Ça veut dire que dès que la version mainnet
c'est-à-dire que la version publique de Sage sortira, et ça c'est prévu pour le premier trimestre 2023. Bon, moi je miserai sur du fin trimestre, hein. Je préfère avoir une bonne surprise si ça arrive avant plutôt que de me dire ça va sortir tôt et puis ça arrive à la fin du premier trimestre. Donc normalement, ça arrive courant du premier trimestre, on va dire, on verra les annonces, hein, bientôt je pense qu'on aura des petites annonces là-dessus. Et directement dans cette version publique, il y aura déjà le gameplay, non seulement au niveau autour des vaisseaux, puisque c'est la base quand même du jeu, les vaisseaux, mais aussi le minage. Pourquoi le minage? Justement là, je vous invite à lire l'article, le manuel économique que j'ai traduit autour de Sage, puisque on comprend que toute l'économie tourne autour des ressources et les ressources, il faut les extraire. Donc voilà. Donc là, je trouve ça intéressant qu'on est parti directement dans le minage avec les structures, ce qui fait qu'il y a des joueurs peut-être qui pourront vraiment se concentrer que sur le minage, et puis le jeu avec les vaisseaux, pour eux, il sera secondaire. Les vaisseaux, ils leur serviront peut-être juste à de la défense, à du transport, et encore, ils pourront s'arranger avec d'autres joueurs de leur guilde ou d'autres joueurs tout court pour combiner. Et moi, je fais du minage, toi, tu me défends, et en échange, voilà, on fait un deal, on trouve quelque chose. Donc, je trouve ça intéressant. Du coup, je disais, les claim stakes ont été avancés. Et je parlais des stations de minage, etc. Et qu'est-ce qui sera intéressant justement pendant cette vente, lors de cet événement-là, là maintenant en décembre, des claim stakes, c'est que les claim stakes, le truc principal, c'est que ils vont arriver livrés justement avec le mining drill et le power plant. C'est que quand vous allez acheter le claim stake lors de cet événement, vous allez avoir la station de minage et la centrale énergétique correspondante à son niveau. Voilà, ça va être dans le package. Par la suite, quand on achètera les claim stakes, on les achètera tout seul et il faudra acheter le mining drill et le power plant avec, à côté. Voilà. Sachant que je pourrais très bien acheter un mining drill ou un power plant de niveau inférieur. Mettons, je prends un claim stake de niveau 3 et je peux très bien mettre dessus un mining drill et un power plant de niveau 1. Sauf que du coup, je ne pourrais pas utiliser ce claim stake de niveau 3 à son plein potentiel. Donc mon extraction sera sûrement plus faible. Donc ça, c'est plus tard justement. Il faudra acheter les éléments complémentaires. Là, lors de cette vente, l'avantage, c'est que si j'achète un claim stake de niveau 2, eh bien, j'aurai le mining drill et le power plant de niveau 2 qui seront livrés avec. Ce qui peut être intéressant. C'est pour ça que pour moi, les claim stakes sont bien plus intéressants que ces histoires de land. Déjà parce qu'ils vont directement être implémentés dans le jeu et qu'ils ont vraiment un rôle, une utilité beaucoup plus pertinente à mon sens, en tout cas là sur le court moyen terme, et d'autre part le fait que quand tu l'achètes, eh bien tu as dans le package la centrale énergétique et la station de minage. Voilà, donc ça, je trouve ça plutôt intéressant. Autre chose de très intéressant qui a été annoncé avec cette arrivée des claim stakes, c'est qu'on a appris l'existence d'un nouvel acteur dans l'écosystème de Star Atlas. Je parle in-game, hein, dans le côté roleplay. On connaissait déjà la COP, hein, le Council of Peace, le Conseil de la paix, voilà, qui a une rôle vraiment centrale. On connaît les factions, on connaît, il y a déjà pas mal de choses qui ont été révélées, hein. Là, il faut lire les articles Medium. Il y en a certains qui racontent justement les histoires qui se passent dans Star Atlas, tout ce qui est autour du lore. Voilà. J'ai traduit certains de ces articles, certaines de ces histoires, donc allez sur Space Froggies, etc., etc. Et donc là, on a appris justement un nouvel acteur, on a découvert un nouvel acteur, et ce nouvel acteur s'appelle le Cari, C-A-R-Y, le Cari Farm, voilà. Et le Cari Farm, c'est le Calico Agricultural Research and Yield Farming, voilà. Donc grosso modo, c'est une institution agricole, quoi. Voilà, c'est une espèce d'industriel, c'est un industriel d'agriculture, je sais pas comment on dit, c'est pas de l'agriculture raisonnée là, on n'est pas sur de la permaculture, c'est plus de l'agriculture industrielle, de l'agriculture de masse, mais finalement, ils œuvrent un peu comme le programme pour la faim dans le monde, vous voyez un peu, c'est-à-dire que leur but c'est de pourvoir à l'alimentation des plus démunis et puis des populations les plus reculées dans la galaxie. Donc on a appris l'existence de cet industriel, hein, puisque on voit que c'est Calico Agricultural Research, hein, et je rappelle que Calico à la base c'est un fabricant de vaisseaux
qui fabrique les vaisseaux de la marque Calico, hein, le Calico Compact Hero par exemple, voilà, qui est connu, ou le Calico Medtech, le Calico IVAC. Voilà, ces vaisseaux qui appartiennent à ce constructeur. Et bien là, on apprend que ce constructeur a une branche aussi qui est orientée vers la recherche agricole, vers l'agriculture. Non seulement la recherche, mais également justement la vente d'engins agricoles et qui a tout un programme aussi de production, d'exploitation agricole et de vente, hein, donc tout un business, hein, puisque je pense que malgré le fait que ça soit, qu'il y ait un côté caritatif, évidemment, c'est comme dans notre monde, si tu es une entreprise privée et que tu fournis quelque chose, voilà, pour une action caritative, eh bien les États payent quand même, donc tu gagnes des thunes quand même, et il y en a qui s'en servent bien, qui savent bien utiliser ça pour faire de juteux bénéfices. Je sais pas, faudra creuser in-game dans le roleplay, voir si vraiment c'est une action, j'allais dire, qui est dépourvue d'intérêt, ou s'il y a des intérêts financiers derrière, beaucoup plus grands. Et on apprend que ce carry, il a été lancé principalement par les mods, et par un des peuples de la faction Mirs, enfin c'est-à-dire un des peuples extraterrestres plutôt, qui sont les Mirs. Pardon, j'ai un peu mélangé, c'est-à-dire un des peuples extraterrestres du consortium ONI, qui sont les Mirs. Donc les Mods et les Mirs ont mis en place ce programme. Voilà. Donc là aussi, vous pouvez aller voir l'article Medium, et je traduirai aussi des choses autour de ça. Et ce qui est rigolo, c'est que là, ils disent justement, bah, là, on comprend bien que eux, ils font pas de la permaculture, ils font pas de l'agriculture en accord avec l'environnement, hein. C'est des grosses exploitations agricoles, des grosses monocultures. Vous voyez un peu le style, et du coup, ils sont pas très potes avec les Icos. Les Icos qui sont, on va dire, cette faction un peu militante, enfin très très militante écologiste. Et justement, ils disent, bah voilà, notre rôle, c'est de mettre, alors le Carifarm, hein, notre rôle, c'est de mettre de la nourriture sur la table des plus vulnérables, des plus démunis, des oubliés de la galaxie, et de repousser les terroristes ICOS qui préféraient voir des planètes succomber à la famine plutôt que d'embrasser la science qui permet cette production agricole de masse. Donc vous voyez déjà ces idéologies-là qui viennent se heurter. Et ce qu'on apprend aussi, c'est que justement, pour cette vente, lors de cette vente, il y aura comment dire, on va découvrir une nouvelle série de NFT, une nouvelle série de posters qui célèbrent donc cette entreprise, la Cari. Et cette série de posters est appelée la Solarpunk Sustainable Vision of Tomorrow, c'est-à-dire la vision sustainable. Bon, j'ai pas la traduction là dans ma tête, mais je vous la mettrai sous le truc. Mais vous voyez cette espèce de vision du futur soutenable. Voilà, une vision du futur soutenable. Solarpunk. Et donc, c'est une série de posters qui vont être airdrop, donc qui vont être offerts pour les personnes qui avaient participé à la campagne du Rebirth, c'est-à-dire la première vente de posters. C'était les premières ventes de Star Atlas, ça remonte maintenant bientôt à 2 ans, et pour qui il y aura des petites choses spéciales qui se passeront au niveau des claim stakes. Il y a eu un rééquilibrage qui a été mis en place. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ça ici. Enfin, voilà, je pense que si vous avez acheté les claim stakes lors des Rebirths, eh bien, vous savez de quoi il est question. Si vous ne savez pas, venez sur les Discord, et puis que ce soit le Discord des différentes guildes francophones ou du Discord officiel de Star Atlas, où on a un channel francophone dedans. Tout en bas, vous avez un channel francophone sur le Discord officiel. Donc n'hésitez pas à venir là si vous avez besoin qu'on vous explique. Et pareil, si jamais vous aviez acheté des claim stakes, des mining drills, etc. sur le marché secondaire, il va se passer des choses un peu spécifiques à ce niveau-là. C'est-à-dire ils vont être convertis. On considère que ça va être des claim stakes legacy qui vont être convertis. Bref, c'était pour équilibrer le jeu parce que lors du Rebirth, on en avait reçu beaucoup. Et c'est ces gens-là pour qui il y aura cette conversion des claim stakes achetés lors du Rebirth vers les claim stakes là, on va dire équilibrés pour le jeu, en tout cas adaptés pour le jeu, que ces personnes-là recevront donc ces posters selon les claim stakes qu'elles avaient. Voilà, je ne sais pas si vous y retrouvez dans tout mon charabia, mais voilà. Donc ici, vous pouvez voir les différents posters. Voilà, les différents posters qui vont être
qui vont être airdrop. Donc ça sera des NFT, c'est-à-dire qu'on pourra ensuite les afficher dans nos vaisseaux ou les afficher dans la showroom. Donc voilà. Je ne sais pas s'il y a des trucs à dire en plus là-dessus sur les claim stake. Si vous avez des questions, vous les posez en commentaire. Sinon, vous pouvez me trouver sur Twitter. Hein, vous savez où me trouver de toute façon, les gars et les filles. Donc n'hésitez pas. Donc, voilà des choses intéressantes. Je voulais encore reprendre quelque chose. Donc j'ai parlé vaguement des Titans, c'était juste pour voir leur gueule, que c'était cool. Les lands dans les stations spatiales centrales, bon voilà, je n'ai pas non plus hyper développé. L'idée c'était juste de faire un petit tour d'actualité. Autre chose qui était sympa, ça commence à faire long la vidéo, hein, je ne sais pas si vous allez la suivre jusqu'au bout, mais on a eu... Ouais, c'est ça que je veux quand même montrer. Regardez, je vais juste vous montrer cette image-là, qui est une image de Sage, c'est-à-dire du jeu sur navigateur. Et en fait, cette image-là, qu'est-ce que c'est? On voit une espèce de bout d'astéroïde, hein, voilà, qui va flotter dans l'espace. Mais qu'est-ce que c'est ça en fait? Eh bien ça, c'est la showroom de l'Unreal Engine 5. Hein. Un peu plus tôt, je vous disais justement que ces deux formes, comment dire, ces deux modalités ou ces deux jeux quoi, qui sont, vous avez compris, liés quoi, qui sont interconnectés, celui sur Engine 5 mode Star Citizen et celui sur navigateur mode Stellaris EVE Online, eh bien ils sont connectés et donc vous voyez là dans Sage, la showroom, c'est ça, elle est ici. Donc vous voyez que la showroom, elle existera aussi dans Sage. Donc on peut très bien imaginer un jour que je viens ici, j'atterris là, et hop, je peux basculer dans la version Engine 5. Et du coup, j'avais posé mon vaisseau là, et ben je le retrouverai dans la showroom Engine 5. Quoi. Et inversement, peut-être que je pourrais, enfin même c'est sûr, me projeter dans le futur de la showroom vers Sage. Donc là, ici, vous voyez, alors pour la petite histoire, sans rentrer trop dans les détails, les mods, donc les humains, ils ont fait de la merde avec la Terre. Hein. Ça, on est déjà bien parti là pour l'instant. Donc ils l'ont un peu fait péter, quoi. Ils l'ont exploité, essoré jusqu'au bout pour pouvoir partir à la conquête des étoiles, motivé par ce photoly qu'on appelle art. On ne sait pas si cette motivation, finalement, elle était vraiment, comment dire, bonne ou mauvaise. Voilà. Question sur le bien et le mal. Des fois, les frontières entre les deux sont troubles. Donc bref, on a quasiment explosé la Terre. On a même coupé la Terre en deux pour en faire en fait un vaisseau gigantesque pour pouvoir voyager dans l'espace. En fait, on a mis un réacteur sur la moitié de la Terre. On peut le voir dans la Foundation Room, hein, cette partie de l'histoire des mods. Et bref, et puis il y a des débris de la Terre aussi qui ont continué à flotter. Et sur l'un de ces débris, eh bien, on a construit la showroom. Et la showroom, justement, qui est censée être un lieu où toutes les factions, même les factions bannies comme les ICOS, tout à l'heure j'en parlais, les éco-terroristes, comme les appelle le Conseil de la paix, et puis par exemple les Jorvik, hein, qui sont un peu les bandits, les racailles, les pirates de cet univers, qui sont des factions, comme on dit, des factions bannies, à côté des trois factions principales, eh bien, dans ce lieu, toutes les factions pourront exposer leurs vaisseaux, et c'est un peu un lieu qui cherche à pacifier justement ces tensions entre ces différentes factions. Donc c'est intéressant puisqu'à nouveau, cette showroom, elle a un rôle direct dans le jeu au niveau social, politique, au niveau de l'histoire. Vous voyez, c'est ça que j'aime, c'est chaque fois, il y a quelque chose dans l'histoire. Donc voilà, je voulais juste vous montrer cette image. C'est une image supplémentaire de Sage à côté de celle que je vous ai montrée. Tenez aussi une autre petite info au niveau de la showroom. Alors ça, c'est un projet sur lequel ils sont en train de travailler. Hein, donc c'est du travail en cours, hein, ça c'est pas finalisé. Mais ils ont dans l'idée de permettre justement dans la showroom, quand tu vas vers un des pads qui te permet de faire apparaître ton vaisseau, quand tu allumes ce pad et que cette interface apparaît, c'est une interface que vous connaissez un peu pour ceux qui se baladent dans la showroom, eh bien on voit l'état d'avancement de tous les vaisseaux. Puisque vous savez qu'au fur et à mesure, Star Atlas finissent la conception des vaisseaux, on va dire au niveau du design, au niveau du modelage 3D, dans cette version super high, cette haute définition qui est le Unreal Engine 5, eh bien, il y a différents stades de développement. On a pas mal de vaisseaux qui sont faits dans leur forme, mais qui ne sont pas encore coloriés, où les intérieurs ne sont pas encore finis. Et bref, ce que je voulais dire, c'est que dans l'avenir, on pourra voir l'état d'avancement
du design, du développement du design de chaque vaisseau. Donc ça, c'est un truc qu'un des devs nous avait partagé sur Discord. Et c'est pas du tout définitif. Mais du coup, on pourra se dire, ah ben tiens, ce vaisseau-là, il est complètement fini. Celui-là, il est fini, je sais pas, à 50%. Celui-là, les intérieurs sont finis. Donc ça peut être pas mal, ça peut être intéressant. Voilà, petite news, voilà, qui mange pas de pain. Donc je voulais vous partager ça. Qu'est-ce qu'on pourrait encore Ouais, tiens, en parlant d'Unreal Engine 5, cette petite vidéo du Calico MedTech. C'est un vaisseau de sauvetage Star Atlas, dans Star Atlas. Et donc, bien sûr, dans Star Atlas. Je parle de quoi sinon? Mais en tout cas, dans la version Engine 5. Donc là, vous voyez le vaisseau fini, un des vaisseaux qui est justement fini. Vous voyez quand même la qualité. La qualité. Alors ça, c'est la version jeu vidéo. Hein. C'est la version qu'il y aura dans Unreal Engine 5. Là, bientôt, on pourra le faire apparaître dans la showroom et puis même visiter l'intérieur. Donc là, ce que vous voyez, c'est pas une cinématique. C'est le vaisseau tel qu'il est dans le jeu style Star Citizen, quoi. Donc, il est quand même assez chambé. Hein. C'est un petit vaisseau que j'aime beaucoup, petit vaisseau de sauvetage, qui justement est un très bon vaisseau pour se combiner avec son grand frère qui est le Calico Evac, qui est une espèce d'hôpital volant, et ça c'est plutôt clinique, une petite clinique volante, et ça c'est un peu comme une ambulance, quoi. Voilà. Donc vous voyez, l'intérieur est fini pour celui-là. Donc bientôt on pourra le faire apparaître, enfin si, pour ceux qui l'ont acheté, vous pourrez le faire apparaître dans la showroom, et puis l'ouvrir, interagir avec, rentrer dedans, et puis bientôt on pourra aussi l'utiliser pour ce module de course là qui nous attend dans l'Engine 5, dans la showroom. Tous ces vaisseaux-là pourront être utilisés au fur et à mesure, hein, bien sûr, dans le module de course de la showroom, et puis également dans le module combat PvE. Donc voilà, très jolie petite vidéo. Hop. Est-ce que j'ai d'autres petites choses à vous partager en images? Oula, alors il y avait encore un gros morceau, mais je vais peut-être pas l'aborder maintenant. Je vous le montre juste rapidos. On avait eu une page partagée du manuel numéro 2 de Sage. Donc le manuel numéro 1 économique, j'ai traduit sur Space Froggies. Et celui-là, c'est le manuel là, qui va arriver avant le 20 décembre. Et donc on a eu une première page qui a été partagée et qui donnait déjà énormément d'informations aussi sur, pareil, le gameplay. Et là, c'était la gestion des ressources au sein des flottes. Donc comment les flottes, comment tu vas gérer les ressources pour ta flotte. Donc plein d'infos intéressantes. Je vais peut-être pas rentrer là-dessus maintenant parce que ça fait longtemps que je parle. Et puis vous avez vu hein, cette capacité de Morpheus de parler sans s'arrêter. Voilà. Je respire par les oreilles, je parle, je m'auto-hydrate, pas de problème, j'enchaîne quoi. Donc voilà, pas mal de choses ici. Vous avez vu, il y a cette petite version en anglais, voilà, si jamais vous pouvez la zioter et puis la traduire vous-même. Mais on a des infos super intéressantes. Je vais peut-être vous en partager juste une ou deux pour vous donner un peu l'eau à la bouche. Qu'est-ce que je trouve intéressant? Ouais, mais ça va me faire rentrer beaucoup dans le détail. Ouais, ce qu'on apprend, et ce qui est intéressant également, on apprend comment justement ces ressources. Alors là, on parle des R4, hein, c'est-à-dire les ressources qui approvisionnent vos vaisseaux. Ces ressources, c'est le fuel, le carburant, la nourriture, food, les munitions, ammunition, ammo, et puis les toolkits qui sont les kits de bricolage, quoi, les kits de réparation, qui servent à réparer au cas où vous êtes en combat, quoi. Donc ce sont les 4 ressources, les R4, que pour ceux qui déjà stake leur vaisseau dans Score actuellement, c'est déjà ce que vous utilisez pour pouvoir continuer à staker vos vaisseaux et qu'ils continuent à produire de l'Atlas. Et bien là, dans Sage, ça sera pareil, ces vaisseaux ils vont être dépendants de ces 4 ressources, ces 4 ressources qui vont être fabriquées, alors ces ressources on les appelle les R4, et les R4 vont être fabriquées à partir des R20. Donc justement, toute la mécanique, tout le gameplay dont j'ai parlé tout à l'heure autour du minage, ça va être extraire les R20, c'est-à-dire ces 20 ressources différentes, et ensuite, à l'aide de certaines de ces R20, on va pouvoir produire ces R4. Et avec d'autres R20, on va produire d'autres choses, justement pour améliorer les bases stellaires qui sont à la base du gameplay de conquête de territoire. Là aussi, si vous n'avez aucune idée de quoi je parle, allez sur Space Froggies, il y a des articles aussi qui expliquent quelle sera la première étape de ce jeu sur navigateur
qui grosso modo sera de la conquête de territoire. Tout à l'heure, je vous parlais de ces safe zones, de ces zones de sécurité appartenant à chacune des 3 factions. Eh bien, il y a 3 zones dans Star Atlas: safe zone, middle risk zone, la zone à risque modéré, la high risk zone. Et là, justement, dans la première version de Sage, c'est la middle risk zone, donc la zone à risque modéré qui va être déployée. La high risk, la zone à haut risque, elle arrivera que plus tard. Et là, on va se déployer dans la zone à risque modéré aussi. Et on va être justement, chaque faction veut s'étendre et conquérir le plus de territoire possible. C'est le gameplay dans le début de Sage. Après, il y aura la zone à risque, ça va se corser. J'en parle pas maintenant, beaucoup de choses à dire. Et donc voilà, donc ce gameplay au niveau des 4 ressources va être vraiment essentiel, parce que ces ressources vont permettre d'améliorer justement les bases stellaires et de produire entre autres aussi les R4 dont je parle maintenant. Et donc on apprend des choses fort intéressantes, c'est que ces R4, on pourra également en transporter dans les vaisseaux, et là ça donne justement des détails, en disant que certaines de ces ressources prennent plus de place que d'autres, qu'il y a certaines des ressources, même si on en transporte dans notre cargo, dans notre soute, eh bien, on ne pourra peut-être pas les utiliser, comme par exemple si tu as du carburant dans ta soute et que tu veux réapprovisionner ton vaisseau avec, non. Il faudra que tu sois amarré justement à une base stellaire. Alors, on différencie base stellaire et station spatiale centrale, hein. Les bases stellaires, c'est justement ce qui va nous permettre de contrôler des systèmes stellaires, justement exactement comme dans Stellaris. Eh bien, si vous voulez réapprovisionner votre vaisseau en fuel, il va falloir vous amarrer, vous docker à une base stellaire, et là vous pourrez refuel, utiliser le fuel que vous avez, le carburant que vous avez dans votre cargo. Sauf, et justement c'est ça qui est intéressant, on nous dit si dans ta flotte tu as des vaisseaux de ravitaillement. Pour l'instant il y en a 2 de vaisseaux de ravitaillement, c'est le Pierce R6 et le Pierce R8. Voilà. Pierce R8 qui est un gros vaisseau de ravitaillement, un vaisseau de taille large, et le Pierce R6 qui est un vaisseau small, de taille petite. Donc ces vaisseaux permettent de ravitailler une flotte en vol. Donc c'est quand même super intéressant. Donc à mon avis, c'est des vaisseaux qui vont prendre de la valeur quand Sage va se déployer. En tout cas, qui vont être de plus en plus importants, c'est ça que je veux dire. En prix, je n'en sais rien. Mais en tout cas, leur rôle va devenir prépondérant, puisque pour l'instant, il n'y a que 2 vaisseaux de ravitaillement dans les vaisseaux qui ont été vendus, et puis dans les vaisseaux qui sont enfin dans la deuxième vague de vaisseaux qui ont été mis à la vente. De cette deuxième vague, tous les vaisseaux ne sont pas encore sortis, mais on a la liste, et de toute façon, entre ces 2 vagues, pour l'instant, il n'y a que 2 vaisseaux de ravitaillement, donc on ne verra pas un 3e vaisseau de ravitaillement arriver avant un bon moment, parce que la deuxième vague n'est pas encore complètement... tous les vaisseaux ne sont pas sortis sur le marché, donc on n'est pas prêt de voir la 3e vague. Donc ça veut dire pour l'instant, il n'y a que 2 vaisseaux de ravitaillement, et il n'y en a qu'un qui est relativement accessible en prix. Bien sûr, c'est relatif. En ce moment, avec justement les déboires du marché, ils sont encore moins chers. Au début, ce vaisseau de ravitaillement, le R6, il était, il me semble, autour de 1000 $. Et là, maintenant, on peut le trouver, je crois qu'on le trouve entre 200 et 300 $, quoi. Peut-être un peu plus maintenant. Ouais, je crois que ça a remonté. Mais voilà, c'est tout ça pour dire qu'il n'y en a qu'un sur les 2 qui est vraiment accessible à un plus grand nombre. Le R8, voilà, il est déjà beaucoup plus cher. Même si, pareil, il a subi une baisse conséquente là avec l'état du marché et tout ce qui s'est passé, blablabla. Donc voilà, et donc on apprend ça, et qu'est-ce qu'on apprend aussi qui est intéressant, vite fait je balance, c'est que l'activité qui consommera le plus de R4, ça sera le combat, parce que le combat va consommer les 4 ressources. Alors que par exemple, quand vous allez faire du minage avec votre vaisseau, donc c'est peut-être pas le vaisseau qui va miner directement, mais il va récupérer les ressources qui ont été minées, et voilà, en tout cas il va rentrer dans cette boucle de minage. On sait aussi que les vaisseaux, ils pourront peut-être miner les astéroïdes, mais tout ça, ça va être justement précisé dans le manuel de jeu numéro 2 qui va bientôt sortir. Bref, quand on fera du minage, le vaisseau ne consommera que de la nourriture, par exemple. Et ça, c'est intéressant. Et pour d'autres choses, par exemple, si tu fais juste de l'exploration, ben, tu vas consommer du fuel. Voilà. C'est du carburant, essentiellement. Donc, c'est quand même intéressant de voir que pour certaines activités, tu ne vas consommer qu'une ressource, principalement, même si tu fais du minage avec ton vaisseau ou que tu participes à un gameplay de minage, va quand même falloir que tu déplaces ton vaisseau, que tu warpes, c'est-à-dire que tu fasses des sauts en hyperespace, que tu rentres dans le champ de gravitationnel d'une planète et que tu en sortes, ce qui consomme de l'essence justement, du carburant.
Mais à la différence du combat, où le combat, là, tu consommes les 4 ressources, c'est-à-dire du carburant, de la nourriture, des kits de réparation et bien sûr des munitions. Et en plus, si ta flotte est détruite en combat, et là c'est une petite info pareil que je vous partage qui est dans ce document, eh bien si ta flotte est détruite, eh bien non seulement il va falloir que justement tu utilises des kits de réparation pour la remettre en état, mais en plus tu auras un temps de respawn, donc un temps avant de repartir, qui te sera imposé. Donc si ta vaisseau est détruit, tu ne peux pas la réparer, et puis illico presto repartir. Tu auras un temps de respawn, et ce temps de respawn, tu pourras le réduire si tu payes de l'Atlas. Donc c'est intéressant parce que c'est une deuxième mécanique pour burn, enfin déflationniste pour l'Atlas. C'est les gens qui voudront raccourcir le temps de respawn, ils paieront de l'Atlas pour pouvoir revenir, enfin faire revenir leur flotte plus rapidement en jeu. Et sachant que cette flotte, elle va, euh, elle va respawn à la station spatiale centrale ou bien dans ce qu'ils appellent un home star system, c'est-à-dire un système stellaire euh, que tu as désigné comme système stellaire maison. Alors comment cette désignation va se faire, je ne sais pas encore, mais en tout cas, soit tu pourras choisir toi, soit c'est ta faction voilà, qui fera que certains systèmes stellaires seront particuliers et permettront aussi permettront donc d'avoir ce titre de Home Star System, et tu pourras respawn là également. Ou c'est toi peut-être qui en choisira, tu auras le droit d'en choisir un, deux, je ne sais pas comment ça va se passer. Pareil, ça sera dans le deuxième manuel qui sort, tout ça. Voilà, donc les gars, je crois qu'on arrive peut-être 1 heure, bientôt 1 heure. Donc je crois que je vais arrêter là. Donc je vous ai balancé un tas de news en vrac. C'était vraiment un peu en vrac. J'ai fait ça à l'impro, j'ai rien préparé. Donc j'espère que cela vous a été utile. Que dire sinon, bien sûr, je dis toujours ça à la fin, abonnez-vous à la chaîne, hein, si vous n'êtes pas abonné, blabla, mettez des likes, sérieux quoi, ça coûte rien. Si tu as écouté jusque-là, tu mets un petit like, tu balances un petit commentaire, coucou Morpheus, je t'aime, t'es le plus beau, t'es le plus fort, et tu soutiens un tout petit peu la chaîne. Viens nous voir sur les Atlas Brew, donc ça c'est des émissions qui ont été lancées par Star Atlas, des émissions officielles Star Atlas, françaises. Donc une première émission, alors c'est audio, hein, qui se passe sur le Discord du Star Atlas officiel dans le channel français. Il y avait déjà un Atlas Brew anglophone qui tournait depuis très longtemps. Et là, ils ont lancé un Atlas Brew en français qui est animé par votre serviteur et également par Darwin, qui est un membre de Star Atlas français, et puis Winston, que vous connaissez pour ceux qui suivent mes lives, puisque les lives c'est moi et Winston qui les animons. Et donc voilà, donc tous les trois, Winston, Darwin et moi-même Morpheus, on anime ces Atlas Brew où justement on peut théorie crafter, c'est-à-dire réfléchir au niveau sur différents sujets propres au gameplay de Star Atlas. Donc on a théorie crafté sur la composition des flottes, des trucs comme ça. Donc le micro est ouvert, les gens de la communauté peuvent parler, c'est vraiment super sympa, c'est interactif. Donc venez nous rejoindre là, c'est tous les jeudis soirs à 20 h heure de Paris. Moi, je vais vous rebalancer un live aussi bientôt avec Winston, et peut-être Darwin aussi sera sur le live, bien sûr. Et puis voilà, que dire sinon sinon, force et honneur les amis, portez-vous bien et on va se voir bientôt dans Sage, je l'espère. Sage, oui, juste pour terminer, la version testnet, c'est-à-dire la version test, est prévue pour le début 2023. Donc ça sera une version où il n'y aura pas encore l'économie qui tournera pleinement, donc il n'y aura pas dépenses d'Atlas, machin, tout ça. C'est pour tester, hein, testnet, version test. Et une fois que la version testnet est validée, ils vont balancer la version mainnet, c'est-à-dire la version sur le réseau principal, donc la version publique avec l'économie qui tourne. Et on espère que ça va arriver le plus rapidement possible pour le premier trimestre 2023. Donc voilà, merci à vous les frogs, force et honneur, et à bientôt.